Oui, je vais vous emmener dans les tourbières de Finlande et du nord de la Norvège, au bord de la mer Barents. Alors, je reste dans le sujet parce que je vais parler de géomorphologie et d'énologie, puisque ces tourbières sont associées au pergélisol. Et puis, je voudrais parler un peu de changement climatique, parce que dans ces régions de l'Arctique, subarctique, vous savez que le changement climatique est beaucoup plus marqué, virulent que chez nous. Alors nous, on se pose aussi des tas de questions sur l'impact du changement climatique dans nos tourbières. Mais là-haut, ces tourbières rapales sont un bon moyen de commencer à réfléchir à ce sujet parce que c'est peut-être un peu plus net. Encore que, vous verrez, c'est pas toujours aussi simple. Alors j'associe à cette présentation Mathis Sepala, qui est le grand spécialiste des tourbières rapales, qui est un collègue finlandais, maintenant à la retraite, mais toujours très actif, et qui a eu la gentillesse de m'accueillir à l'Institut subarctique de Kevo, au nord de la Finlande. Alors, d'abord peut-être deux mots sur ce qu'est une palse, parce que tout le monde connaît peut-être pas très bien tout ça. Les palses, ce sont en fait des monticules, pas très vastes. Ça peut être grand comme la pièce, ça peut être beaucoup plus petit. Ça peut faire 10 mètres à 12 mètres de haut. J'avoue, je n'ai pas vu de palse supérieure à 5 mètres pour ma part, mais ça peut être apparemment plus haut. Ça peut faire 20-30 mètres de long. Et ces monticules émergent au milieu de tourbières beaucoup plus vastes. Alors là, vous avez des tourbières qui font 20-30 km². Et dans certains secteurs, vous avez sur quelques milliers de mètres carrés, ou pire quelques hectares, ces petits monticules qui émergent et qui sont liés donc au gel, au pergélisol, permafrost en anglais. Le pergélisol, c'est-à-dire le sol gelé en profondeur. Ce sol, c'est-à-dire que la tourbe et le matériel qui est dessous, gèlent et ne dégèlent pas complètement pendant l'été. Donc au fil des années, cette emprise du gel devient de plus en plus importante et ça finit par boursoufler le terrain qui est au-dessus, en l'occurrence de la tourbe qui est très plastique et qui se déforme et constitue ces monticules. Alors évidemment, ces palses, on les trouve forcément dans des climats froids. Alors l'intérêt de la Norvège et de la Finlande, c'est que c'est le seul endroit d'abord en Europe où on peut les voir. Et puis si on veut aller les voir ailleurs dans le monde, il faut aller quelque part. Je crois qu'il y a un, Francis Muller est parti, moi j'ai pas pu y aller, j'avais autre chose. Mais avec Fatima Lagoune-Desfarges, Daniel Gibert, l'équipe de Besançon là, en Sibérie, et Delta de l'Aube, mais là ils sont allés s'y balader, ils sont pas allés là-bas que pour ça, mais il faut prendre un hélicoptère de Gazprom, je crois, etc. Vous voyez le truc. Et puis du côté canadien, c'est Baby James, Baby Hudson, et là ça coûte une fortune parce que vous allez dans des espèces de villages scientifiques, mais là c'est le tarif américain et puis c'est une autre échelle. L'avantage de cette région, c'est que on est en Europe, donc il y a quand même des routes, même s'il y en a moins chez nous, et donc finalement il y a des secteurs où c'est relativement accessible. Donc c'est assez sympa de pouvoir, n'importe qui peut y aller, pas besoin d'être un scientifique, il suffit de savoir ce que c'est, puis ça se trouve. Alors, la répartition géographique est liée au climat. Vous voyez, c'est toute cette bande qui va de la péninsule de Kola au nord de la Norvège et au nord-nord-est nord-ouest du nord de la Norvège. Dès qu'on se rapproche des mers et océans, ces tourbières rapales disparaissent parce qu'évidemment le climat devient trop doux, entre guillemets. Donc on est plutôt dans des contextes plus continentaux avec 300-400 mm, 500 mm de précipitations. Et puis, effectivement, des gels hivernaux qui sont longs et qui durent et qui sont importants. Donc au nord de la Finlande, c'est jusqu'à moins 30, moins 40, des pointes à moins 30, moins 40, et qui peuvent durer 8 jours, 15 jours, 3 semaines, donc ça gèle très très fort. Alors en bleu, c'est le secteur dont je vais vous parler. Donc vous voyez, Kevo, c'est complètement au nord, vous voyez, très près de la frontière, à 20 km de la frontière norvégienne. Donc il y a une base scientifique qui est assez connue parce qu'il y a 8 universités anglaises qui, il y a plusieurs décennies maintenant, les années 60 je crois, se sont regroupées pour bâtir là une base scientifique qui suive l'évolution du climat. Donc on a des données depuis 1962 sur l'évolution climatique de cette zone subarctique. C'est une des stations qui suit le changement climatique, entre autres qui suit le changement climatique dans l'Arctique. Donc il y a un tas d'appareils, c'est assez impressionnant. Voilà, donc nous on ira sur les tourbières de Finlande sur lesquelles Matti a travaillé pendant 40 ans. Et puis on ira se balader dans ces tourbières au bord du Varangerfjord, qui sont très très accessibles parce que vous voyez, il y a la route qui dessert et qui va en Russie, et puis qui passe sur le versant nord, la rive nord du fjord. Et comme les tourbières sont coincées entre le plateau et dans la plaine maritime entre le plateau et la mer, la route permet d'y accéder. Alors après, pas partout, parce que comme les tourbières sont gigantesques, et ce sont de vraies tourbières cette fois, Pierre, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans la Svein jusqu'ici, on ne peut pas passer partout. Donc là, l'accessibilité n'est pas toujours facile, mais bon, on arrive toujours à trouver un endroit à passer. Alors voilà un exemple de paysage. Donc la mer de Barents, elle est juste là, elle n'est pas loin, elle est à 400 km à vol d'oiseau. Les montagnes que vous voyez, ce sont les chaînes calédoniennes qui bordent la rive nord du fjord. Et puis là, moi je suis sur
sur le vieux plateau. Alors c'est intéressant aussi géologiquement, pour ceux qui s'intéressent à la géologie, parce que c'est ici, vous trouvez les roches sur lesquelles je suis, là, pour prendre la photo. Ce sont des roches qui ont entre 3,1 milliards et 3,8 milliards, donc c'est le plus vieux socle, le plus vieux morceau de continent de la planète. On retrouve ça au nord du Groenland. Alors je vous avoue que j'ai pris quelques échantillons, j'ai pas fait la datation pour savoir si c'est 3 milliards ça ou 3,8 milliards, j'en sais rien, mais en tout cas, ce socle qui est complètement raclé par les glaciers, mais il n'est pas très haut, le plateau, là je suis à 60-80 mètres, ça monte à 100 mètres, c'est pas très haut, et c'est un plateau qui est très très vaste. Et donc entre ce plateau et la mer, à l'exception des quelques collines que vous voyez, eh bien c'est toute cette plaine maritime qui est complètement couverte de tourbières. Donc là, ça fait combien? Ça fait 5 ou 6 km de large, mais alors ça continue sur 7 ou 8 km de ce côté, donc oui, c'est gigantesque. Alors, et au milieu, enfin pas au milieu, non justement, heureusement, parce que sinon, je pense pas que j'aurais pu aller faire des photos, mais au bord, parce qu'en fait, là, il y a une piste qu'on devine peut-être qu'utilisent les SAM pour aller à un parc à rennes ici, où ils rassemblent leurs rennes en hiver. Donc, on peut prendre le chemin à pied, puisque là, il a été emporté en partie par les eaux, on ne peut pas y aller en voiture. En ce moment, mais vous voyez, donc pas très loin, à 200 mètres, hein, donc c'est assez facile de rentrer et d'aller sur ces petits monticules que vous voyez un peu partout. Alors on va zoomer. Voilà, vous voyez, quand on se rapproche, on a vraiment des espèces de boursouflures. Hein, sur ce site-là, c'est vraiment de la tour Basse-Feigne. Hein, vous voyez, je l'ai photographié là. Alors c'est assez surprenant. Alors, on va aller sur un de ces secteurs pour voir un peu plus précisément comment c'est constitué. Alors, d'un point de vue d'abord géologique et géomorphologique, c'est intéressant parce que ces tourbières, on constate qu'elles ne sont pas vieilles du tout. Les plus vieilles sont datées, je crois, 2640 4 Bibi, donc 2640 avant aujourd'hui, donc 640 avant Jésus-Christ. Et beaucoup datent du petit âge de glace. Alors, pourquoi c'est pas très vieux? Une des raisons fondamentales, c'est que là, je suis au fond du fjord. Comme ce continent, ce bouclier scandinave, phéno-scandinavien, a été, vous savez, recouvert à l'époque glaciaire par un énorme inland sea, le poids de l'inland sea, ça a entraîné l'enfoncement du continent. Et quand la glace a fondu, le glacier a disparu il y a environ 6000 ans, le continent s'est relevé et continue d'ailleurs à se relever. D'accord? Donc il faut imaginer qu'il y a encore quelques millénaires, cette partie-là, c'était le fjord. Et puis avec le relèvement du continent, eh bien, l'eau a été évacuée vers l'aval, ça s'est rempli de sédiments, et à partir de là, évidemment, la végétation, les sols ont pu s'installer. Donc c'est une des explications pour lesquelles on n'a jamais de tourbières, en Finlande en tout cas, mais elles ne sont pas datées partout, mais en Finlande en tout cas, et j'ai quelques données pour la Norvège, c'est pareil a priori, elles ne sont jamais très vieilles, et puis il y a le petit âge de glace qui a contribué à la mise en place d'un grand nombre de ces tourbières. Alors il n'y a pas que des passes, parce que vous allez voir... il n'y a pas que des palses, vous allez voir sur toutes les photos, donc je le dis tout de suite, il y a ce que mon collègue Mathilde, c'est pas là, appelle des ponours. Alors les ponours, c'est j'ai envie de dire des palses avortées, c'est-à-dire que lorsque vous sondez là, vous n'avez pas de glace, là c'est mi-août, vous n'avez pas de glace, c'est-à-dire que le cœur de glace fond. Mais juste quelques semaines, donc le mois de septembre arrive, septembre-octobre, ça regèle très vite et puis ça repart. Donc ça s'affaisse un petit peu, pas complètement, ça repart, puis ça végète comme ça, ou ça finit par disparaître, ou ça finit par devenir une vraie palse. Alors lui, il appelle ça des ponours, hein, c'est comme ça qu'il l'a, c'est ce nom-là qu'il l'a publié. Voilà, on va aller voir cette palse-là. Alors, vous voyez un peu la hauteur, le personnage, il fait 1m85, donc cette palse, elle fait presque 4 mètres de haut environ, hein, donc c'est déjà assez surprenant, quoi, cette espèce de patate de tourbe, là. On est sur c'est plat, il y a 2-3 mètres de tourbe dans cette zone-là, et puis tout à coup, pouf, on a une espèce de patate là au milieu, c'est assez étonnant. Alors, ce qu'on a essayé de faire... Ah oui, alors, 2 mots sur la végétation quand même. Alors, vous verrez que la végétation, elle est pas très abondante sur ces palses, et vous verrez même des surfaces de palses complètement dénudées. Parce que l'hiver, vous verrez, tout à l'heure j'expliquerai le rôle que joue le vent dans la formation de ces palses. Et de toute façon, le vent, lui, chargé de particules de particules de glace, hein, a un rôle abrasif extraordinaire. Donc la végétation, elle est vraiment très abîmée. Alors ce que vous avez, c'est beaucoup de camarines, souvent. Il y a beaucoup de lichens également, on verra aussi le rôle qu'il joue. Beaucoup de camarines, le fameux Betulanana, qui arrive, lui, à ramper, à se protéger du vent avec des feuilles très coriaces. Le ledum, et puis il y a des Vitissidea, la méthode qu'on voit pas bien sur les photos, Vaccinum Vitissidea, et puis la fameuse mûre de l'Arctique, hein, qui est aussi assez fréquente. Elle est fréquente un peu partout dans le secteur, mais elle arrive à pousser aussi sur les sommets de la palse.
Alors, on est parti à la recherche du pergélisol. Alors, Virginie a travaillé là-dessus dans le Labrador. C'est pas si simple que ça, quoi. Parce qu'il faudrait des engins. Nous, on n'avait pas beaucoup de matériel. On s'est débrouillé comme on a pu. Mais on s'est dit, il faut qu'on voit le pergélisol quand même. Alors, on a fini par le trouver. Vous voyez, environ, on a profité du fait que ça se cassait la figure. Et vous voyez, il est assez profond, environ 1,20 m. Alors, là, on voit qu'on est sur les bords de la mer Barents. Le climat est un peu plus doux. Parce que à Skalovara, en Finlande, on verra 2-3 images tout à l'heure, le pergélisol était donc autour du 20 août entre 50 et 70 cm en moyenne. Parfois un petit peu moins profond, parfois un peu plus. Mais on était en général autour de 60 cm en moyenne. Alors que là, tout ce qu'on a vu, c'était souvent 1,20 m, 1,30 m. Donc vous voyez, la fonte, toute la tourbe pratiquement a fondu. Hein. Alors ce pergélisol, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est bourré de bois, c'est un limon organique. Limon sableux organique, bourré de petits bouts de bois. Alors là, sur la photo, ça brille, mais en fait, tout ce qui est blanchâtre, là, c'est du bois. C'est vraiment très très riche en bois. Alors après, il aurait fallu pouvoir creuser plus profond. Les Allemands, il y a des gens, un type qui s'appelle Meyer, qui a des publications dans les années 65-69. Les Allemands ont beaucoup travaillé sur ce secteur. Et sur ces tourbières-là, c'est d'ailleurs à partir d'un article que je les ai repérés une première fois. Et là, eux avaient fait des grandes coupes comme tu avais fait là, et on voit bien le pergélisol, il peut être très épais évidemment, et en plus au milieu il y a parfois des lentilles de glace, hein, il fait de la glace de ségrégation qui gèle, c'est assez spectaculaire. Mais là, je ne peux pas vous montrer la photo, j'ai pas pu le dégager. Alors, j'ai extrait, j'ai fait une synthèse des schémas de Mathy. Hein. Alors voilà comment ça se passe en fait, au départ c'est de l'eau, c'est un phénomène cyclique. Hein. C'est pour ça qu'on dirait que c'est pas facile de savoir ce qui relève si une palse a disparu à cause du réchauffement climatique ou parce que c'est dans le cycle normal de formation et de disparition des palses. Alors oui, l'angelle du sol se fait, de la tourbe, se fait au fil du temps, au fil des années. Pendant l'hiver, le premier été, ça ne fond pas complètement, donc ça commence déjà, du fait de l'angelle, à gonfler. Hein. Donc ça commence à boursoufler la tourbe, et puis au fil des années, la zone gelée prend de l'ampleur. Par opposition, les parties périphéries, elles, qui dégèlent complètement l'hiver, forment des micro-cuvettes là, qui se remplissent d'eau. L'eau contribue au dégel, et petit à petit, avec les fissures qui s'ouvrent, ça se casse la figure, et dernièrement, la pâte disparaît. Et puis le processus recommence, cette petite cuvette d'eau se remplit de tourbe, et il y a un angel de la tourbe, et puis ça recommence. Alors, vous voyez, la surface, elle peut être complètement... Là il n'y a pas d'érosion anthropique, en plus, dans ce coin-là, il n'y a même pas de reine. Donc, c'est vraiment le vent qui joue un rôle vraiment d'abrasion, de dégagement de la végétation. Vous voyez les fissures, hein, ça se fissure et puis ça se casse la figure. Alors après, comment ça évolue? Eh bien, petit à petit, il y a un phénomène qu'on appelle le thermokarst. Hein, c'est un terme qu'utilisé scientifique, c'est quand même un peu loin du karst, hein, mais c'est le terme qui est utilisé. Donc la fonte crée des creux, hein, la pâte s'effondre petit à petit, donc ça fait des formes assez jolies, hein, vous voyez, ça fait un bel arc de cercle, et puis petit à petit, ça se dégrade, là il reste un lambeau de palse, et puis il arrive un moment, vous voyez, on voit plus que on voit bien le ring là, et puis au milieu, c'est de la vinaigrette, hein, Sangustifolium, je crois ici, mais la palse a disparu. On les voit bien les palses sur le terrain, vous voyez, là c'est assez joli, on voit bien le rond, hein, l'ancienne palse, mais elle a complètement disparu. Alors, même si le climat se réchauffe, il y a quand même des palses qui apparaissent régulièrement. Là vous voyez des petites sphènes, hein, c'est des photos de Matisse et voilà, des petites sphènes, des petites palses dans les sphènes qui sont apparues en 2004. Il y en a eu beaucoup en 2007, au Canada également d'ailleurs. Par contre, celles de 2007 ont disparu l'année d'après. Donc il y en a qui se créent encore dans le contexte actuel, mais elles semblent avoir du mal à prendre un vrai développement. Alors, la question du changement climatique, justement. Alors les Finlandais, on travaille beaucoup là-dessus. Alors, il y a un phénomène qui est important, c'est l'épaisseur du manteau neigeux et le rôle du vent. Il est évident que si vous avez 2 mètres de neige, vous n'avez pas d'angel. La neige protège du gel, enfin en tout cas du gel empêche le gel de pénétrer en profondeur. Donc il faut qu'il y ait peu de neige, et ce sont, je vous l'ai dit, des climats pas très humides, hein, 300-400 mm dans cette région. Là on est à Skalovara, on est en Finlande. Donc là c'est 400 mm de pluie, maximum. Donc cette neige, elle n'est pas trop abondante, et en plus le vent la dégage. Et c'est dans les zones dégagées de la neige par le vent que ces palses se forment parce que le gel peut pénétrer en profondeur. Alors, nos collègues finlandais se sont amusés, si je puis dire, à essayer de créer des palses artificiellement, tout d'abord. Alors là, c'est le technicien de la station de Kilo qui dégageait la neige. Alors pour l'anecdote, il y a
Ce site est accessible également, c'est le seul endroit où il y a un chemin d'ailleurs carrossable, parce que les Sams ont aussi des campements, il y a un village Sam qui est pas très grand. Et du coup, un jour les Sams passaient, ils l'ont vu faire, ils m'ont dit, mais t'es marteau, qu'est-ce que tu fais? Tu dégages de la neige? Et il a dit, bon, pourquoi? Bah écoute, j'en sais rien, je suis payé pour ça, donc je dégage de la neige. Donc il a dégagé la neige. Et en quelques années, donc ils ont maintenu artificiellement un secteur qui normalement est sous la neige, ils l'ont maintenu dégagé, et une passe s'est mise en place au bout de quelques années. Alors ils sont amusés, si je puis dire, à faire, alors la photo là, on la voit mal avec la lumière, mais ils ont fait l'expérience inverse, ils ont recouvert une passe de neige, ils ont maintenu de la neige dessus, ils ont fait ça plusieurs années, puisque oui, il a fallu 8 ans pour que la passe disparaisse. Donc vous voyez, c'est important ce rôle du manteau neigeux, et ce rôle du vent. Donc si vous avez une augmentation des précipitations, notamment neigeuses, il y a un moment où le vent ne peut plus dégager la neige. Quand les quantités de neige sont trop importantes, le vent a du mal à la dégager. Alors après, il y a un autre problème, il y a l'augmentation des températures. Cette année, par exemple, vous savez, il a fait très très chaud en Europe du Nord. Dans cette région-là, il n'y a pas eu d'incendie, c'était plus au sud, en Suède notamment. Et par contre, ils ont battu des records de précipitations. Cet été, il a plu tous les jours, au mois de juillet, jusqu'au 15 août pratiquement. Et en plus, il a fait le record. En Scandinavie, c'est à Kevo qu'on a enregistré le record de température, 34 degrés à l'endroit. Alors certes, ce sont des climats continentaux, il peut faire 25-30 degrés, mais 34 pendant des jours et des jours, c'est pas très fréquent. On voit ça dans les climats hypercontinentaux en Sibérie orientale, mais pas là normalement. Donc il a fait très très chaud. Donc qu'est-ce qui véhicule la chaleur? C'est la pluie. Donc si vous avez de la chaleur et de la pluie pénètre notamment par les fissures au cœur de la palse, et évidemment là vous avez un transfert de chaleur qui accentue la fonte du berger du sol. Donc si on continue à avoir effectivement des précipitations abondantes couplées à des températures très élevées, il est entendu que là on accélère le processus de fonte des palses, et puis évidemment les petites palses qui se sont créées pendant l'hiver ont guère de chance de résister, même si les tapis de Svein peuvent les protéger davantage parce que là il y a moins de protection du fait de l'abrasion par le vent. Alors, quelques données, juste un schéma que m'a filé une collègue de Kevo, là, extrait d'un de ses PowerPoint. Donc la température depuis 62, la température moyenne elle a augmenté de 2,5 degrés, donc en température moyenne c'est quand même énorme. Ils ont perdu un mois de couverture neigeuse, mais c'est parce que la température était trop élevée. Donc il ne peut pas y avoir de formation de pâte. D'accord, il y a moins de neige, il y a un mois où il n'y a pas de neige, mais parce que les températures sont trop élevées, au-dessus de zéro. Donc pas de formation de pâte. Et puis alors pour les précipitations, vous savez, les précipitations c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une variation régionale qui est très forte, interannuelle qui est très forte, mais d'une manière générale, ils ont tendance à augmenter, en particulier l'été, et donc couplé avec l'augmentation des températures, comme je vous le disais, à terme ça peut poser des problèmes. Alors évidemment, c'est pas... Le problème c'est qu'on n'a pas vraiment... On ne peut pas quand même tirer de conclusion et dire le réchauffement climatique va entraîner la disparition des tourelles en palse. Si vraiment il y a une augmentation phénoménale, ça va finir par arriver, évidemment. Mais parce qu'en fait, on manque d'état de référence. Il y a des tas de sites qui ont été étudiés dans les années 60, mais personne n'est jamais retourné sur ces sites-là. Moi, je voulais accéder à un site en Finlande. Mati m'a dit, on y est allé en 62 avec des Allemands, personne n'y est jamais retourné. Et puis bon, en 62, on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. C'est pas forcément facile de comparer la situation de 62 et d'aujourd'hui. Sur les vieilles images aériennes, c'est pas toujours facile de savoir ce qu'est une palse. Alors, il y a des Anglais qui sont en train d'essayer, une équipe anglaise, de faire un travail géohistorique, si je puis dire, cartographier les palses à partir des documents, des images aériennes anciennes et jusqu'à l'actuelle, pour essayer, sur certains sites au moins, de quantifier le recul. Donc c'est difficile, sans état de référence précis, de pouvoir dire il y en a moins qu'en 62 ou il y en a plus qu'en 62. Voilà, donc une dernière chose, l'importance des précipitations, je l'ai dit, l'augmentation des températures, et puis une dernière chose aussi, c'est le changement de végétation. Ils ont remarqué que sur un grand nombre de palses, le bétulanana finissait par mourir, par disparaître. Et c'est le lichen qui prenait le dessus. Et le lichen protège beaucoup moins de l'insolation l'été que les lichens. Voilà. Et alors, oui. Voilà. Donc, je trouve que c'est un sujet intéressant. C'est des travaux qui sont intéressants à suivre. Après, évidemment, la problématique générale est la même chez nous. Les tourbières ne sont pas les mêmes, mais je crois que c'est un sujet que, effectivement, on a une difficulté, c'est que nos tourbières, elles sont pour la plupart plus ou moins perturbées par l'homme, les ont été plus ou moins perturbées par l'homme. Donc on ne sait jamais
et aussi par l'intervention de la gestion conservatoire, il ne faut pas l'oublier. Donc, d'une manière générale, on a toujours du mal à savoir si l'évolution est due au changement climatique ou si elle est naturelle. Donc, ça va être compliqué en France de savoir vraiment quel est l'impact. Quand on le verra, à mon avis, il sera un peu tard. Là, c'est plus intéressant parce que les tourbières on peut considérer qu'elles sont complètement naturelles. Hein, même si certains commencent à hurler après, dans certains coins, à cause de la pression des rennes qui commence à poser des problèmes. Mais les rennes, c'est comme les vaches en Corse, hein, c'est la PAC. Donc, plus tu as de rennes, plus tu touches. Donc, ils achètent des rennes. Et ils surveillent en hélicoptère. Donc, le mythe des lapons qui suivent leurs rennes, c'est fini. Hein, ils ont des hélicos. Hein, voilà. Donc, voilà pour cette présentation sur